Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter. Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer. Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014. Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal. Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir. Félix, moi, j'assumais que tu étais un peu plus vieux que moi. Écoute, je pense que j'ai 4 ans de différence. Ouais, c'est ça. Hein? J'allais dire, moi, j'étais vraiment jeune, là, le pilote de Casey. Toi, tu t'en rappelles sûrement plus. j'étais, en tout cas, c'était en 92, c'est ça, Casey? OK, ouais. Donc, moi, en 92, j'étais au secondaire. Alors, Aujourd'hui, on rencontre Raymond Boulanger, un pilote d'avion qui a été impliqué dans la plus grosse saisie de drogue de l'histoire canadienne. Ouais, c'était 4 tonnes. C'était 4 tonnes. Lui, il dit 5 tonnes. Lui, il dit 5, mais je pense que en tout cas, son calcul était écoute, correct. Donc, l'affaire de Casey en 92, en résumé, en petit pas long, là, c'est Raymond Boulanger, un pilote qui se décrit lui-même comme un mercenaire. Lui, il travaillait pour les cartels colombiens, il travaillait pour avec la collaboration et à la demande, si tu veux, de gens de la mafia à Montréal. Et puis, il s'est fait pourchasser pendant une partie de son trajet par les jets de la marine. Ça a été quand même l'histoire d'un pilote qui a comme accompli quelque chose dans le monde des narcotrafiquants, même si pour lui, c'était quoi, un vol de routine qui a finalement atterri à Casey. Mais Casey, là... C'est en Haute-Mauricie, vraiment nowhere. Ouais, vraiment très, très Haute-Mauricie. Hein? On pourrait dire ça, là. Il n'y a rien autour de Casey. Alors, il est atterri là avec sa drogue. Puis finalement, ça a très mal tourné, tout ça. Ouais. Come on. Faudrait que je le texte pour lui dire qu'on arrive, mais je sais pas ça, j'en ai du retard. Raymond. Pour ceux qui connaissent pas Raymond Boulanger, je pense que c'est important de le décrire. Puis à l'époque du vol de Casey, il dégageait vraiment une vibe de playboy. Il avait des cheveux volumineux, comme seuls les années 90 ont su produire, un blouson de cuir, la moustache et un sourire de fin renard. Ouais, c'est vrai. Le fameux clin d'œil aussi. Oui, le clin d'œil. Ouais, il y a une vidéo où il entre au palais de justice, il est menotté, mais là, évidemment, comme c'est une saisie historique de drogue, tous les médias sont là, puis on veut le photographier, et puis là, il regarde directement à la lentille. Clin d'œil. Et là, ça fait le tour. Écoute, ça ouvre tous les bulletins de nouvelles. C'est sûr. Parce que, tu sais, juste aussi, pour ajouter à l'histoire de ce gars-là, tu sais, d'abord, c'est un pilote avant tout. Là, on va le voir là, dans les entrevues. Là, lui, ce qu'il aime, c'est voler. Là. Mais, tu sais, il a travaillé avant de travailler pour les cartels. Il a commencé par travailler pour la CIA. Là. C'est une histoire... Moi, j'en connais pas d'histoire si rocambolesque que ça, là, de trafiquant. Là. Puis on va tout raconter ça, mais en fait, on va le laisser vous raconter son histoire. Parce que il est en liberté, il habite ici, à Montréal. Et on est allé le voir. Il habite là-dedans? Ouais. Ah, parfait. Ah ben non, il y a une borne. C'est pas grave, c'est pas moi qui paye l'étiquette. Félix est dangereux au volant.
que Raymond Boulanger, aujourd'hui, a 69, 70 ans. Mais il a vraiment pas changé tant que ça. Il a toujours autant de verve, de confiance. Il porte même, pendant notre rencontre, il a même porté un blouson d'aviateur. Avec le petit col remonté, petite collerette en laine. Puis avec ses broderies là, de Airborne, machin, c'était complètement surréel. Là, il y a plus 40 ans non plus. En tout cas, c'est ça qui était drôle. Salut! Ah, ça va? Ton jacket de Airport. Bonjour. Ça va bien? Brigitte Noël. C'est ma collègue avec qui on fait... Plaisir. On fait ça. Où tu veux qu'on... Moi, je suis près de la porte. L'autre bout, là, l'entrée, là, c'est comme une bibliothèque. Là. Nice. Et comme tout bon Montréalais, la première chose dont on a discuté, c'est le trafic. Ça fait plus vite en avion, là, bon. Malheureusement. Ça passe mal dans tes buildings. Ça passe mal dans tes buildings. Ben, tu serais capable. L'hélicoptère, on le ferait, mais... Tu pilotes des hélicoptères aussi? Oui. Oui, aussi. Province Québec? Ouais. Ah, OK. Ça, Narcos Province of Quebec. Parce que moi, je prends comme postulat de départ qu'on a sûrement, ici dans la province, sans que le grand public le sache, puis moi, je pense qu'ils ne savent pas, mais on a parmi les meilleurs narcos, je pense, de la planète. Oui, c'est pas mal de bon sens. Ah, ben oui. Oui? Ben oui. Je suis d'accord avec ça. Ben, je les connais. Puis le grand public ne les connaît pas. C'est ça. Moi, ils me connaissent parce que j'ai été pris, mais j'étais ici, mais ça faisait des années que je travaillais pour les cartels. Hey, on n'a pas des câbles, on existe en dehors de nos frontières, puis nos petites limites politiques, puis c'est ci, puis c'est ça, les petites chaînes de famille. Là. Réveillez-vous, là. Il y a des Québécois très sophistiqués dans le monde des narcos, dans le monde du blanchiment d'argent, dans le trafic d'armes, des gros, là. Comment ça a commencé pour vous? Moi, ça a commencé à l'époque que je finissais ma licence commerciale à Cartierville. Le bonhomme qui était propriétaire de l'école où j'habitais, c'était l'ancien pilote de la Deuxième Guerre mondiale qui connaissait pas mal tout le monde. Et c'était un Chinois d'abord. Puis son associé, c'était un autre Chinois. Puis c'était des pilotes qui ont transporté pour l'organisation de Chiang Kai-shek, des anticommunistes, c'est pas. Puis ça, l'anticommunisme, ça restait pas mal le domaine de la CIA. C'était un petit contrat que j'ai fait au début. Puis c'était pour faire les opérations de la CIA. Ce qu'on faisait à ce moment-là. Puis on atterrissait sur les digues entre les chanderies, là, tu sais, la nuit. On évacuait le monde, lui. Oui, on faisait ça la nuit parce que... Là, c'était du pilotage de brousse, là. Oh, oui, c'était tout de jungle, absolument. De jungle. Full brousse. Puis on profitait du mauvais temps parce que le mauvais temps, ça nous donnait l'habilité de rentrer et sortir du terrain. Puis on avait affaire avec les communistes, naturellement, le Viet Cong, tout ce monde-là, ben les autres, ils essayaient de nous abattre. Fait qu'initialement, Raymond Boulanger il avait été recruté par les autorités américaines. Oui, qui ont toujours... Et puis, historiquement, les autorités américaines, la CIA, en fait, a toujours été proche de certains cartels parce que ça convenait à plusieurs époques de l'histoire de la lutte américaine, de la lutte antidrogue, mais surtout des luttes politiques, d'avoir les cartels de son côté pour la CIA. Ça leur permettait plein de tentatives de déstabilisation des gouvernements, etc. Mm-hmm. Alors là, avec la CIA, Raymond Boulanger, ben ça l'a amené encore plus proche de ces cartels-là. Ça a été très, très, très bien compris et bien entendu par plusieurs criminels québécois aussi, qui ont compris c'était quoi sa réputation. Ça a débuté originalement, on m'a contacté, j'étais en Belgique. Je travaillais à travers la société Merex, qui nous ont été sous-contracteurs pour la CIA, entre parenthèses. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un téléphone. Puis, c'était un Colombien qui m'a dit qu'il y a certains Italiens qui voudraient me contacter, qu'eux autres, ils avaient commencé à organiser un vol. Donc, essentiellement, la pègre voulait faire entrer une quantité faramineuse de coke, 4 tonnes, au Canada, et ils avaient besoin d'un pro ou d'un casse-cou capable de prendre les risques nécessaires pour esquiver les radars et déjouer les autorités. Ils m'ont dit qu'ils avaient planifié d'entrer par le nord, puis c'est ça, j'ai écouté, là, on va aller voir ça. Et puis, je suis venu ici à Montréal, j'ai rencontré mafioso, ouais, en charge de l'affaire. Ouais. Je ne mentionnons pas son nom. Un mafioso. Un mafioso. On pourrait dire son nom, mais il est mort. Mais ouais, ça, on va le sauver pour tout de suite, ouais, là, parce qu'il
il y en a un de cette gang-là qui n'est pas encore mort. Moi et toi, on sait de qui on parle. C'est exactement. Toi, tu sais. Je vais te le dire après. On sait. Alors, je suis venu ici, je l'ai rencontré. Là, j'ai expliqué, là, si je le fais, vous allez faire à ma manière. Là, je vais vous montrer exactement comment que ça se fait. Ils réagissent comment quand tu leur dis comment les choses Ils écoutent. se passent? Ouais. Oh, ils écoutent, parce que les autres sont intéressés à ça. Ils écoutent. Parce qu'ils savent, de toute façon, j'imagine que tu augmentes leur pourcentage des chances de réussir. Donc, ils ont tout intérêt, évidemment, à t'écouter. Et c'est ça. Ça avait déjà été préparé plusieurs fois vers le Canada, mais ça n'avait jamais marché comme du monde. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'était mal planifié d'abord. L'utilisation des appareils était mauvaise sélection d'appareils. Mauvaise sélection de pilotes. Disons que... Qu'est-ce que tu veux dire par là pour la sélection d'appareils? Exemple, qu'est-ce que ça pouvait être le problème dans la sélection? Pas assez de portée, pas assez d'autonomie. Okay. Des avions pas vraiment propices à faire des vols de très longue distance. Okay. Et le problème, c'est que les gars suivaient trop proche de la côte américaine. Ça prend un certain set de couilles là, pour aller dans le milieu de l'Atlantique en pleine nuit, en pleine tempête. T'es dans le milieu de l'Atlantique. T'es pas, tu sais, à 200 000 environ de toutes les côtes. Là, un radar, ça sert à rien. Là. Le secret pour Raymond Boulanger, pour réussir à s'envoler avec la drogue à partir de la Colombie jusqu'au Québec sans se faire prendre, il y a 2 recettes. Rester à l'extérieur des eaux territoriales et de l'espace aérien américain, parce qu'il va longer les États-Unis en montant vers le nord. Faut que tu restes loin de la berge. Faut que tu restes loin des eaux territoriales. Jamais entrer en eau territoriale, mais surtout jamais entrer dans l'espace aérien. Les eaux territoriales, c'est comme combien de kilomètres de... C'est pas tant. Non. C'est pas tant. C'est plutôt l'espace aérien. OK. Ce qui va être très important aussi, c'est de voler souvent très bas. Très bas pour éviter d'être capté par les radars. Donc, dans le fond, pour revenir à ce fameux vol de Casey, il planifie un vol direct entre la Colombie et le Québec avec 3 autres Colombiens qui, ils vont l'aider à mener à bien ce vol-là. C'est pas une mission facile parce que, d'abord, la cargaison est beaucoup trop lourde. Ben oui. Ou presque trop lourde pour l'avion. 4 tonnes plus l'essence. L'essence, c'est très lourd. Tout ça est presque trop lourd. Parce que c'est pas censé être un vol direct, là. C'est bien trop long. Non, c'est ça. Alors, l'idée, c'est de pouvoir fournir aussi une capacité au réservoir supplémentaire avec l'essence pour pouvoir voler plus longtemps. Bon, alors, l'idée de base dans tout ça, c'est d'utiliser le plus gros bolide, le plus gros avion qu'on peut trouver. Alors là, Raymond Boulanger, qui connaît tous les avions, choisit un Convair. Et c'était quand même assez gros, là. Si vous allez voir les photos de Casey, là, c'est pas un Cessna, là, un Convair. Alors, d'abord, la première étape, c'est quoi? On survole l'Atlantique, une distance assez prudente de la côte américaine. Puis le plan, c'est d'atterrir justement en Haute-Mauricie sur une piste d'atterrissage, mais dans le fond, est abandonné. C'est juste à côté de Casey. Puis le plan, dans le fond, c'est que quand lui est là-bas, les gens de la mafia doivent l'attendre pour ramasser les ballots de coke. La livraison est supposée durer 45 minutes maximum. In and out. Oui. Mais ça ne se passe pas tel que prévu. Oh non. Toi, le matin, quand tu embarques dans l'avion lors du dernier vol, est-ce que dans ta tête, c'est possible que tu te fasses arrêter? C'est toujours possible. Ça, normalement, c'est toujours une possibilité qui existe, mais la possibilité qui existe le plus, c'est que tu vas te tuer. OK. C'est ça. Le reste, je te fais pogner, on s'en fout carrément de ça. Donc, ça lui rentre pas dans la tête. C'est vraiment pas une considération. OK. Donc, entre les deux... Ça va se faire, puis ça va finir, là. C'est tout. Okay. Il n'y a aucun doute. Non. Moi, là, il y a une affaire qui me rentre pas dans la tête, tu sais. Tu te promènes avec des tonnes de coke dans un avion, puis toi, c'est business as usual. Moi, je m'en fous que c'est des armes en arrière. C'est du matériel. Okay. Moi, je suis payé pour transporter du matériel de A à B. Bon. Je me fous carrément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que c'est que ça me paye. Tu vas faire combien d'argent avec? Moi, j'aurais fait environ 50 millions avec ça. Attends un peu, là. Oh. 50 millions dans tes poches, Claire? Ben oui. Mais qu'est-ce que tu aurais fait avec 50 millions, vraiment? Bon, j'ai fait ce qui est les autres millions. Je donnais ça en charité et en fondation. J'ai jamais fait ça pour l'argent. Ça ne m'intéressait pas. C'était plus le fun que d'autres choses.
te fais son périple, là, il décolle de Colombie, il longe l'espace aérien américain, donc la côte Est et tout ça. Et là, quand il est rendu en haut du Maine, près du Nouveau-Brunswick, il tourne vers les terres canadiennes, mais toujours en restant sur la frontière du Nouveau-Brunswick et du Maine, juste en espace aérien canadien, pour pas se faire abattre par un jet américain, évidemment. Le vol comme tel est assez réussi, hormis quelques petites embûches. D'abord, il y a les autorités américaines qui le détectent, mais il réussit à les semer. Ensuite, c'est au tour des forces armées canadiennes. Moi, c'est ma partie préférée, celle-là. Ils sont partis de Goose Bay pour aller vers l'Est, puis moi, je m'en allais vers l'Ouest. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de rester patrouiller avec pouvoir réduit au long de la côte, là, puis attendre que j'arrive. Ouais. Je m'en venais, là. Mais là, ils s'en vont, eux autres, sur Afterburner pour venir m'intercepter à 500 000 de la côte. C'est quoi l'afterburner? Tu injectes du fuel directement dans la sortie à chaleur. C'est que ça donne un boost, puis ça augmente la poussée d'à peu près 75 à 80 % de l'avion. Ça accélère très rapidement, mais ça consomme tout ton fuel. Fait que ça, c'est correct quand tu es sur une opération, puis tu as un autre avion que tu peux aller tanker en plein vol. Là. Mais là, on était dans une tempête assez sérieuse, tempête sur le Nord-Atlantique. Là. On te fait brasser le cul récemment, là, puis te dire. Mais tout d'un coup, la sortie de la tempête. Toi, est-ce que tu les as vus? Non, ils entendaient. Mais je les ai vus seulement après que j'ai sorti de la tempête. OK. À ce moment-là, c'était trop tard pour eux autres. Puis là, il y avait une couche de nuages à 25 000 pieds, puis on était juste au-dessus. En approchant de la côte de Nouvelle-Écosse, il y avait des 2 F-18 à ma position, 7 heures. OK. Et à ce moment-là, il y en avait un qui était bas sur fuel. On savait qu'il était bas sur fuel. Mais moi, j'ai dit, il s'en venait supersonique. L'afterburner pour nous rejoindre, puis nous, on s'est regardé. Puis là, j'ai checké ma montre, j'ai dit, ce sera pas long, eux autres, là. Ils vont avoir très soif. OK, tout d'un coup, il y en a un qui manque de fuel, puis il rentre à Fredericton pour fueler. Puis l'autre ne sera pas là en arrière. Avec l'autre, il s'est approché. Moi, j'ai entrepris une descente parallèle avec la frontière du Maine, en montant la rivière Saint-Jean. Fait toute la frontière du Maine, là. Parce que je voulais pas traverser les États-Unis. Le Nouveau-Brunswick, puis... C'est ça, je voulais absolument pas traverser l'espace aérien américain. Parce que là, ça change le programme au complet, là. Ce qui arrive, si tu traverses... Ah ben là, ils te mettent un mandat d'arrestation internationale. Okay. Puis ils viennent te chercher, là. Okay. N'importe où, là. C'est en plus, ils peuvent t'abattre. En plus? En plus. Léger détail. Léger détail. Fait que les avions le rattrapent, les pilotes lui font signe d'atterrir, il les voit. Raymond Boulanger leur fait savoir qu'il n'a pas du tout l'intention de se rendre. Et là, on a descendu tranquillement pas vite, puis l'autre, il s'est collé sur nous autres. Okay. Puis il faisait des signes qu'il voulait qu'on descende. Nous, il a tourné autour de nous autres quelquefois, là, comme ça, là. Puis il était en avant, puis là, il s'est venu de côté, puis il a collé comme ça, puis il faisait signe comme ça. Moi, c'est ça, il te voyait pas, fait que tu pouvais pas y faire... Ben oui, je voyais le blanc des yeux, là. C'était assez proche, là. Tu lui as fait le fuck you pour vrai? Non, sur le quartier Bonifacio, c'était l'autre. OK. J'ai fait un petit papaye, là, avec mon doigt, là. Parce qu'on appelle flip the bird. Ciao, buddy! Mais t'étais-tu stressé? Pas du tout. Pas du tout? Non, c'est pas la première fois qu'on se fait intercepter. Ben, il peut pas tirer. Puis on a abattu un avion en Colombie, un King Air, un petit King Air une fois. Et puis, la réplique des cartels était assez sévère. Fait que là, ils ont compris le message. OK. Fait que finalement, il arrive à bon port, à Casey, sauf que son comité d'accueil n'est pas là. La personne. Pas un chat. Comment tu te sens? What the fuck? Hey, tu dois être, je m'excuse, mais tu dois être là, mais tu dois être en tabarnak, ça doit être incroyable. Ah, tabarnak, ben, non, on a resté calme, j'ai dit, ça tient pas debout, Fait que ta réaction au stress, c'est d'être stoïque. Il faut rester calme. Le plan, d'abord, c'est que moi, j'avais à décider si l'avion, on la détruisait ou je la ramenais. Mais avec la chaleur que j'ai eue en montant, il n'était pas question de la ramener. Quand tu cours le gauntlet, comme on dit, là, la première fois, là, tu fais pas le chemin du retour. Oublie ça. Là. La détruire, vous auriez fait ça comment? Ben, l'équipe qui avait sur place était supposée d'avoir tous les explosifs en main. Et puis, quand il avait déchargé la marchandise, et puis que la marchandise était sortie du territoire en lieu safe, de brûler l'avion. Il essaie de sortir de ce pétrin-là. Comment il fait, c'est que il finit par alerter les autorités, mais c'est pas de sa faute, évidemment. Il voulait pas les alerter. Il va décider d'aller sur le pouce, donc en autostop, au village de Casey, parce que là, lui, ce qu'il veut faire, évidemment, il veut sortir de ça le plus vite possible.
Alors, il est avec ses 3 collègues colombiens qui ont jamais vu un grain de neige de leur vie. Eux autres partent dans l'autre sens. Ils se font tous arrêter. Puis la GRC avait averti tous les aéroports autour de signaler la présence d'un appareil, d'un convers dans soit l'espace aérien qui était près de leur base d'opération ou soit s'ils avaient un appel, en fait, de quelqu'un qui semblait louche de ce côté-là. Puis Raymond Boulanger, lui, il a appelé à l'aéroport de Roberval, si je me rappelle bien, parce que il voulait qu'un avion vienne... il se commandait un avion Alizé. Il se commandait un avion Alizé, dans le fond, comme un taxi. Mais tu sais, à Roberval, ils ont averti tout de suite la GRC. Puis il n'y a pas besoin de te dire que c'est pas eux qui sont venus, là, la police. Parenthèse, ses complices s'étaient sauvés dans la forêt québécoise en plein hiver. Ouais. Ils étaient hypothermiques quand la police les a ramassés. Exact. Quelle Alors, histoire. c'est ça. Non, c'était une très mauvaise idée. Après tout ça, Raymond Boulanger se retrouve en prison. Oui, il se retrouve en prison. Il fait face à de très graves accusations. C'était le 19 novembre 1992. Ses complices vont se faire accuser également. Alors, il va être condamné à 23 ans de prison. Puis, il va s'évader combien de fois? Il va s'évader au moins 2 fois. En fait, il va s'évader 2 fois, en 98, en 2002. Puis même pendant ses évasions, il pousse le bouchon, Raymond Boulanger, toujours assez loin, hein? Même pendant ses évasions, il va se promener en plein centre-ville de Montréal, où il va retourner à des endroits, voir des gens. En tout cas, mais, Il est très relax. vraiment, pas peur de grand-chose. Est-ce que ça avait déjà été fait, un voyage aussi ambitieux? Oui, ça avait déjà été fait, à plusieurs fois dans le passé en plus, mais ça avait jamais été saisi. Par qui? Qui avait fait ça? Raymond Boulanger. Ah, c'était pas son premier C'était pas pique-nique. c'était pas son premier gros load, là. Il en avait fait plusieurs avant. Il en a fait combien? Plusieurs dizaines. Est-ce que 4 tonnes, c'était la plus grosse cargaison? Non, il avait déjà amené 4 tonnes avant. Je pense qu'il avait déjà amené plus aussi. Puis il y a de ses chums qui avaient amené la même quantité aussi. Peux-tu penser, mettons, 4 tonnes? Tu sais, je veux dire, je sais pas, mettons qu'ils font 10 voyages de 4 tonnes, là. Penses-tu à l'appétit insatiable du Québec pour la coke? Mais du Voyons Québec donc, et d'ailleurs, 40. parce que ça Oui, c'est ça. circule, Parce que c'est 40 pas tonnes, là, nous, tu ça. t'écoules pas ça sur la rue Sainte-Catherine, on C'est s'entend. ça. Moi, j'ai fait mon chiffre, j'ai été pris. OK, too bad. Alors, j'ai resté avec le respect du monde avec qui j'ai travaillé. Faites mon temps, fermez ma gueule. C'est ça qu'on est supposé de faire. Tu sais, quand on y parle, malgré les peines qu'il a purgées, malgré tout ce qu'il a vécu, je dirais pas qu'il semble repentant. C'est la personne la moins repentante que j'ai jamais vue. Comme j'ai pas l'impression qu'il va se relancer là-dedans, mais il est fier. Fier, tu dis? Mon Dieu. J'appelle plus ça fier. Moi, j'appelle ça... Écoute, c'est pas qu'il s'érige lui-même en mythe, mais il est pas loin. Et Raymond Boulanger raconte tout ça d'une façon très humoristique, détachée. C'est comme un scénario de film, mais il faut le dire, il a vécu aussi là, des histoires d'horreur. C'est comme la guerre, hein? C'est un peu comme un champ de bataille, c'est un champ de bataille, hein? Il y a des casualties, comme on dit, Qu'est-ce que des choses c'est mieux de rester indiscret. J'ai vu comment que les cartels, disons, quand ils trouvaient un informateur ou quelqu'un qui nuisait, disons, à leurs affaires, un rat, par exemple, les traitements qu'ils subissaient, c'était pas mal exotique. Ben oui, mais c'est pas juste une balle dans la tête, là. Il y avait beaucoup de torture, puis il faisait des exemples. Un exemple, comment est-ce que tu dis ça, là, que je me souviens, là, qui vient à l'œil, là, c'est qu'un informateur de la DIA, entre autres, là, qui s'est fait pogner, ils l'ont comment tu dis, dépecé vivant. Puis là, ils ont tout préparé la peau, tu sais, comme une peau, là, tu sais, tanning, tout ça, puis ils l'ont packé d'une boîte avec de la glace sèche, là, puis ils ont chupé ça FedEx au bureau de la DIA à Miami. Puis ils ont dit, accroche ça sur le mur, puis envoie ça à un autre. Mais pendant ces moments-là, est-ce que t'étais comme dans quoi je me suis embarquée? Non. La première fois qu'ils m'ont essayé, là, j'étais à Cali, je me souviens, puis je devais prendre un vol pour Bogota. Et en me conduisant à l'aéroport, il y avait une petite affaire à régler. Les autres, c'était une question d'un
d'un chèque qui avait été viré. Puis on dit, on va arrêter 2 minutes ici, là, une petite affaire à faire. Je dis, OK, je vous attends dans le camion. Fait que moi, je les vois, ils partent, là, pas loin, une centaine de pieds, là. Puis c'était comme un grand restaurant, le bord de la route, là, tu sais, mais ouvert, là, tu sais. Comme 200 personnes là-dedans. Moi, je savais pas, j'allais voir le gars. Fait qu'ils ont rentré là. Apparemment, ils ont mis le chèque sur la table, là, comme ça. Puis là, ils ont pris des guns. Il y avait 200 personnes, puis là, ils ont tiré 6, là. Puis là, ils sont emmenés au camion. J'ai regardé ça, j'ai dit, OK, what the fuck is this? Mais j'ai dit, tu restes calme. Et là, les autres, ils n'ont pas dit un mot. Ils ont embarqué dans le camion. Puis là, ils m'ont déposé à l'aéroport à Cali 20 minutes après. Puis j'ai pris mon vol pour Bogota. Puis quand je suis revenu le soir, 2 les mêmes qui sont venus me chercher, puis pour me ramener au ranch. Fait que là, ils n'ont pas dit un mot. Eux autres non plus. Puis quand je suis arrivé au ranch, ben, tous les autres étaient là. Puis les 3-4 des boss de Cali étaient là. Puis ils m'ont regardé. Puis ils ont dit, puis comment ça a été ta journée? Ils voulaient voir si j'avais resté cool avec ça. C'est quoi sa motivation, selon toi? Moi, je pense que la motivation de Raymond Boulanger est assez claire. L'argent. C'est l'argent, c'est le lifestyle qui va avec l'argent, mais c'est surtout que ce gars-là est né un pilote de brousse, est né un cow-boy, et on a l'impression qu'il ne sait pas vivre d'autre chose qu'une vie de cow-boy. Je pense que quand ça brasse pas, lui, il est pas content, il est pas heureux, il est pas bien. Bon, mais après tout ça, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'entrer un peu dans la tête de ces gens-là, puis dans leur vie maintenant, dans leur vie pendant. Mais là, on est dans la vie post-période de narcotrafiquants. Ça ressemble à quoi, la vie de Raymond Boulanger, selon ce que t'en tires comme information? Mais il avait l'air très serein. Ouais, il a l'air heureux. Mais voici ce que lui nous a dit de sa vie maintenant. Moi, je m'intéresse à ta vie maintenant parce que tu as clairement vécu pour l'adrénaline pendant des années. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ton rush maintenant? Ah non, j'ai pas besoin de rush maintenant, là. C'est assez. C'est là. fini? Oh, c'est fini. T'en as eu assez? Oh, ben oui, chef. Puis j'en ai avant. Tu t'ennuies pas de ton enfant? Ah, pas du tout. Moi, je me lève le matin et je dis, OK, une autre journée, ben, let's see what happens today. Oh, ce qui va se passer aujourd'hui. On développe une mentalité dans mon genre de métier à pas trop projeter trop loin à l'avenir. Non, toute l'histoire des narcos, puis des bad guys, puis des mafieux, le monde aime ça. Il aime ça avoir des bandits. Il aime ça. Ça prend des bandits, tu sais, pour rendre la vie. Si tout le monde a des prêtres, là, puis des saints, des touches, puis ça sera pas le fun. Ça serait un monde plate. Mais ça prend quelque chose pour animer l'imagination populaire. À la lumière de tout ça, j'ai voulu savoir ce qu'il pensait de la guerre contre la drogue. Il n'y a pas de guerre contre la drogue, c'est business. La guerre contre la drogue, c'est du flac. Comme les affaires de cartel. Ils disent le cartel de Médine, le cartel de Cali. C'est de la bullshit, ça. Il n'y en a pas de cartel. C'est fabriqué par les médias. La première des choses, là, c'est pour trouver des boogeyman, des bad guys. Là. C'est la politique américaine. C'est faut qu'il y ait des méchants. Puis s'il n'y en a pas de méchants, on va en inventer des méchants. Ça, c'est pour avoir des budgets, pour acheter des armes, puis acheter des munitions, puis quand on dépense tout ça, ben là, on va en faire d'autres. Le complexe militaire industriel contrôle les États-Unis. Le business, premièrement, des narcotiques, c'est la 3e plus grosse au monde après l'huile, le pétrole puis les armes. C'est 500 milliards de dollars minimum par année, le chiffre d'affaires. Puis si vous pensez que les gouvernements internationaux ne sont pas impliqués dedans, ben vous vivez sur une autre planète. La légalisation ou la non-légalisation, c'est toute la bullshit, ça. Quand on enlève le narcotique sur le marché noir, d'abord, ça augmente la sécurité pour ceux qui vont se servir de drogue. Ça diminue les coûts de l'État, ça diminue les coûts vis-à-vis les problèmes médicaux puis les coûts médicaux que ça coûte pour les causes de drogue. Ça enlève le marché noir là-dedans, ça enlève la corruption. Il faut que ça soit légalisé carrément. Final, c'est tout. Là, les problèmes de drogue arrêtent. Je vous donne le meilleur exemple depuis 15 ans, là, le Portugal, qui ont légalisé la possession de toutes les drogues. C'est fini. Hein? Il y a du monde qui consomme, mais ils consomment en sécurité. Ils consomment avec l'assistance de l'État, puis c'est traité comme des maladies. Comme un problème de santé publique. Un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique.
Dans le prochain épisode de Narcos PQ, héroïne à Montréal, casino à Cuba, assassinat de JFK, on va parler du criminel Lucien Rivard, mais vu à travers les yeux de Michel Trudeau. Michel Trudeau, le producteur à succès derrière des émissions comme Unité 9 et District 31, qui en fait a produit 2 films, un documentaire et une fiction sur la vie de ce rocambolesque personnage. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement 5. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québecor sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin. Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier. La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.